Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mater mon assiette. Chaque mois, je partage le micro avec un professionnel de la santé. Nous parlons alimentation, nous décelons le vrai du faux, nous nous appuyons sur des faits scientifiques mais partageons surtout des conseils pratiques pour y voir plus clair. Dans ce podcast, nous allons faire le point sur les intolérances et les allergies alimentaires chez les enfants. Il n'est pas facile de les identifier lorsqu'on est parent, surtout qu'une foule de messages et de fausses croyances circulent et influencent notre façon d'alimenter nos enfants. Sans gluten, sans lactose, sans fructose, les intolérances n'ont jamais été aussi nombreuses. On les confond souvent avec les allergies alimentaires qui peuvent être très dangereuses. Pour faire le point, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur François Smets, gastro-entérologue et hépatologue pédiatrique aux cliniques universitaires Saint-Luc et professeur en médecine à l'Université catholique de Louvain. Lactose. Voilà une phrase que j'entends très souvent. D'abord, je ne vous apprends rien, docteur, puisque l'allergie au lactose n'existe pas. Si allergie il y a, c'est bien une allergie à la protéine de lait, la caséine, et non au sucre du lait, le lactose. Beaucoup d'idées reçues entourent les intolérances et les allergies alimentaires, et noyées dans la surinformation, les parents diagnostiquent souvent eux-mêmes leurs enfants et changent leur régime alimentaire sans analyse au préalable ni suivi médical. Je suis certaine que vous avez déjà rencontré ce type de cas en consultation, donc pour démarrer ce podcast, il serait intéressant, je pense, de rappeler à nos auditeurs la différence entre une allergie et une intolérance alimentaire. Alors, une allergie est liée à un mécanisme immunitaire. C'est une réaction de notre immunité qui fait apparaître la réaction allergique et puis les symptômes. Certains de nos globules blancs, qui sont là pour nous défendre logiquement, pour une raison qu'on n'a pas encore complètement comprise, vont tout à coup se mettre à réagir contre un allergène et provoquer l'apparition des symptômes. C'est donc une réaction que dans beaucoup de cas, on peut détecter à travers certains tests. Ça n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans une allergie, il y a toujours une réaction immunitaire sous-jacente. Alors que les intolérances regroupent toute une série de symptômes qui ne sont pas liés à une réaction immunitaire, qui sont le plus souvent plutôt liés, quand on parle d'aliments, à une mauvaise digestion ou à une digestion plus difficile. C'est souvent une chose qu'on ne peut pas prouver, à quelques exceptions près. Donc, les tests n'aident pas dans les intolérances et c'est uniquement le suivi des symptômes qui peut éventuellement nous aiguiller. Mais justement, quels sont les symptômes les plus fréquents alors de l'intolérance et de l'allergie alimentaire? Alors, dans l'intolérance alimentaire, ce sont d'abord avant tout des symptômes digestifs, donc douleur abdominale, ballonnement, des gaz, de la diarrhée ou de la constipation, éventuellement des nausées, des vomissements, c'est plus rare, mais principalement des symptômes digestifs. Alors que dans l'allergie, vous pouvez avoir les symptômes digestifs qu'on vient de citer, mais vous pouvez aussi avoir des symptômes extra-digestifs comme une crise d'asthme, comme une rhinoconjonctivite, comme une éruption cutanée, que ce soit de l'eczéma ou une urticaire, comme éventuellement d'autres symptômes qui vont jusqu'au choc anaphylactique. Alors, que fait-on exactement quand justement la prise de sang ne révèle aucune intolérance mais que l'enfant présente des symptômes? Alors donc, comme on l'a dit, la prise de sang ne peut pas démontrer des intolérances puisque les intolérances ne se démontrent pas dans une prise de sang, à la toute seule exception de l'intolérance au lactose, mais qui peut aussi être démontrée dans un test respiratoire qu'on préfère réaliser chez l'enfant puisque les enfants n'aiment pas fort les prises de sang. Donc dans la prise de sang, ce qu'on peut regarder et rechercher, ce sont des signes d'allergie. Maintenant, chez le nourrisson, souvent, le mécanisme de l'allergie est différent et fait qu'il ne peut pas être bien détecté ni dans des tests cutanés allergiques, ni dans une prise de sang. Et donc, c'est le plus souvent sur les symptômes qu'on doit se baser, que ce soit pour une allergie, que ce soit pour une intolérance. L'importance, c'est de le faire de la manière la plus objective possible, donc de d'abord être certain qu'il y a des symptômes. C'est déjà un message important parce que parfois beaucoup de parents s'imaginent que leurs enfants ont une allergie ou une intolérance alors que l'enfant ne se plaint finalement de rien ou de très peu de choses. Deuxièmement, voir si les symptômes qui sont présents évoquent au médecin la possibilité soit d'une allergie, soit d'une intolérance. Troisièmement, si c'est le cas, éventuellement proposer un essai de régime d'éviction, donc d'enlever l'aliment ou les aliments potentiellement incriminés. Mais c'est alors là qu'il est très important d'être encadré par un médecin
parce qu'il faut savoir s'il n'y a rien à vérifier avant d'enlever les aliments. Et puis, il faudra assez rapidement, après 2, 3, voire 4 semaines, évaluer l'efficacité de ce régime. Si une allergie ou une réelle intolérance est impliquée, la majorité des symptômes doivent alors avoir disparu. S'ils ne disparaissent pas, c'est qu'on s'est trompé de diagnostic et le régime doit être arrêté a priori. Alors, s'ils disparaissent, il y a encore besoin de faire une étape suivante, qui est souvent difficile à faire accepter par les parents, qui est d'essayer de réintroduire les aliments et de voir si les symptômes réapparaissent. Est-ce qu'il est pertinent de tenir un journal de bord, par exemple, en amont d'un rendez-vous chez un spécialiste ou chez le pédiatre? Avant un premier rendez-vous, en tout cas, ça n'est pas utile. Ça focalise vraiment l'attention sur les éventuels symptômes et c'est fort compliqué de tenir un journal correct. Et dans la majorité des cas, ça ne sera pas utile ni nécessaire. Ce n'est que dans les cas très complexes, avec des allergies multiples ou des intolérances multiples, qu'on peut être amené à vouloir faire ce genre de relevé. Mais en tout cas, ça n'est que rarement nécessaire et certainement pas utile avant un premier rendez-vous. Je reviens juste sur le fait que vous avez dit que la prise de sang n'est pas souvent révélatrice d'intolérance, mais il me semble quand même que certains médecins prescrivent des analyses sanguines très poussées, qui sont relativement onéreuses d'ailleurs, pour détecter les intolérances alimentaires. Oui, ça c'est quelque chose contre lequel on se bat depuis déjà de nombreuses années, effectivement. Certains prestataires de soins prescrivent des prises de sang qui recherchent les anticorps qu'on appelle les IgG contre toute une série d'aliments. Ça coûte plusieurs centaines d'euros et ça n'a jamais été démontré comme étant bien corrélé, que ce soit à une allergie ou à une intolérance, dans les études scientifiques qui sont bien faites. Donc en fait, tout ce que vous mangez beaucoup va souvent être positif et donc on va vous proposer d'enlever ça alors qu'il est bien probable que ça ne changera rien à vos symptômes si vous en avez. Donc nous, malheureusement, on voit assez régulièrement en consultation des parents un peu désespérés parce qu'ils ont fait ce genre d'analyse, ils ont suivi pendant plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, des régimes très compliqués qui a vraiment mis à mal la qualité de vie tant de l'enfant que de sa famille, pour finalement que les symptômes ne disparaissent pas et persistent parce que justement, ça n'est pas la cause des symptômes qui ont été relevés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut se battre. Il ne faut pas accepter de faire des prises de sang sur base d'IgG. Ce ne sont pas des bons tests ni pour les allergies ni pour les intolérances. C'est d'ailleurs pour ça que la sécurité sociale ne les rembourse pas et que ça coûte tellement cher. Est-ce que alors finalement la prise en charge du pédiatre, est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir un spécialiste quand notre enfant présente des symptômes ou qu'en tout cas on suspecte une intolérance ou une allergie alimentaire? Alors le plus souvent, la prise en charge du pédiatre sera suffisante. Mais c'est vrai qu'il y a certains pédiatres qui n'ont pas beaucoup d'affinité avec les problèmes d'allergie et d'intolérance. Et à ce moment-là, ils n'hésiteront sans doute pas à référer leurs patients vers quelqu'un qui en a plus l'habitude. Mais la majorité des pédiatres connaissent les bases de la prise en charge et c'est alors seulement pour les cas plus complexes ou plus sévères qu'il est nécessaire de référer à un pédiatre allergologue. L'important est effectivement de savoir ce qu'on fait et donc logiquement chaque médecin doit connaître ses limites et aussi essayer de toujours pratiquer la médecine selon ce qui a pu être démontré, si on prend l'exemple des IgG dont on vient de parler. Selon moi, certains pédiatres et parents aussi vont un petit peu vite en besogne et conseillent facilement de retirer certains aliments de l'alimentation de l'enfant qui pourraient être problématiques. Et il s'agit dans la quasi-majorité des cas des produits laitiers et des produits contenant du gluten, contenus dans certains types de céréales comme le blé par exemple. Et je me demande si en supprimant ces aliments qui sont riches, je pense, en vitamines et minéraux, et consommés en plus quotidiennement, est-ce qu'on ne risque pas de faire apparaître des carences et ceci sur base parfois d'un diagnostic assez hasardeux? Alors certainement, surtout chez le nourrisson et le jeune enfant en croissance, ces deux aliments font partie de l'alimentation de base. Ils se retrouvent dans beaucoup d'aliments consommés par les enfants et les remplacer par autre chose reste compliqué au niveau nutritionnel. Donc même si c'est plus facile qu'avant, les produits sans gluten qu'on trouve en grande surface ou en magasin bio d'ailleurs sont assez régulièrement plus sucrés et plus gras et donc pourraient à la fois participer à des carences mais participer aussi à un excès d'apport. De la même manière, remplacer complètement les produits laitiers par des alternatives reste compliqué.
Donc, s'il y a une réelle raison de le faire, il ne faut pas hésiter à le faire, mais il faut alors être encadré correctement pour être certain de ne pas créer des carences ou également parfois des excès. Il faut bien noter que par rapport au gluten, notamment, c'est vraiment une mode actuellement de manger sans gluten. Il y a au niveau médical 2 indications principales de manger assez strictement sans gluten. La première est la maladie cœliaque, qu'on appelle souvent intolérance au gluten, mais ça n'est pas une intolérance, c'est une vraie maladie immunitaire où il y a une réaction du corps qui fabrique des anticorps contre le gluten, mais ces anticorps sont aussi dirigés contre l'intestin et donc vont aller abîmer l'intestin. Donc c'est une maladie auto-immunitaire qui n'est pas une intolérance, qui est une maladie sévère pour laquelle le régime sans gluten doit être suivi de manière très stricte. L'autre indication de faire de manière très stricte un régime sans gluten, c'est si on est allergique sévère au blé ou au gluten, ce qui arrive, mais ce qui est relativement rare. À côté de ça, il y a énormément de gens qui mangent sans gluten pour des raisons digestives, de confort digestif, d'intestin irritable, et qui disent se sentir mieux s'ils mangent sans gluten. Les études scientifiques qui ont été faites montrent que, effectivement, ils se sentent mieux sans le gluten, mais si on réintroduit un placebo en leur faisant croire que c'est du gluten, souvent ils peuvent déjà aller moins bien, alors qu'ils n'en remangent pas. Donc la part subjective de ça est très difficile à juger. Et dans ces cas-là, le régime strict n'est pas nécessaire. La personne peut choisir si elle en mange ou si elle n'en mange pas. Donc, très important, avant, par exemple, d'enlever le gluten chez quelqu'un, de vérifier et de s'assurer avant qu'il ne soit pas cœliaque pour être sûr de prescrire le régime tout à fait adéquat et de pouvoir expliquer quel va être le pronostic dans les mois et les années qui suivent. Mais est-ce que le gluten est réellement mauvais pour la santé? Pourquoi est-ce qu'on l'incrimine autant dans les troubles digestifs? Alors, bon, on pense que la manière de cultiver les différentes céréales l'a peut-être rendu un peu plus toxique dans certains cas. Par exemple, la maladie cœliaque est quand même une maladie assez fréquente. On juge qu'environ sans doute 1% de la population est cœliaque, dont seulement une personne sur 10 serait diagnostiquée. Et le fait qu'elle soit tellement fréquente vient peut-être de certaines modifications, mais il est certain aussi que le gluten n'est pas du tout toxique chez tout le monde. Et donc, c'est un peu une mode aussi. C'est très difficile de dire ce qui est vraiment lié à une toxicité de cet aliment ou pas. En tout cas, dans la majorité des cas, manger ce genre de céréales, les céréales qui contiennent du gluten, reste la base d'une alimentation relativement équilibrée et les remplacer par autre chose n'est pas facile. Donc, il ne faut pas le faire si ça n'est pas réellement indiqué, ou en tout cas, il faut alors trouver le seuil de tolérance, parce que souvent, des petites doses sont tolérées et c'est quand on exagère que ça ne va plus, mais ça, c'est le cas de beaucoup d'autres aliments aussi. Il faut noter que les aliments sans gluten, comme je l'ai dit, sont parfois plus gras, plus sucrés, mais qu'aussi, quand on enlève le gluten de son alimentation, on modifie de manière plus large son alimentation et parfois on revient à une alimentation finalement plus équilibrée que ce qu'on avait avant et c'est peut-être ce rééquilibrage qui est bénéfique plus que le fait d'enlever le gluten. Oui, parce que finalement, quand on dit voilà, alimentation sans lactose, sans gluten, parfois même sans fructose, il y a beaucoup de variétés de produits sur le marché, de produits hyper transformés, et je me pose vraiment la question de si si ces produits sont sains. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que quand on a une réelle indication de faire ce genre de régime, la bonne conduite du régime doit passer par le fait de faire la majorité des préparations soi-même afin d'être sûr de ne pas remplacer un mal, entre guillemets, par quelque chose qui est encore pire. Et donc, c'est vrai que c'est une certaine facilité et pour nos patients cœliaques, on est quand même très heureux qu'ils aient cette facilité à leur disposition. Mais les parents d'enfants cœliaques se rendent vite compte que s'ils n'achètent que des aliments préparés sans gluten, leur enfant prend parfois un peu trop de poids et que c'est rapidement très coûteux aussi. Et donc, ils vont profiter de cette facilité quand elle est vraiment nécessaire, mais par ailleurs, ils vont essayer de faire une majorité des préparations eux-mêmes,
ce qui reste quand même un défi au jour le jour. Oui, parce que ici vous parlez des produits sans gluten, mais quand on veut éviter les produits laitiers, bon, bien sûr, on a les alternatives lait sans lactose que j'ai déjà vu. Il y a même certains fromages aussi, mais les laits végétaux sont ultra transformés et en fait, on s'en rend pas compte, sauf quand on apprend à lire les étiquettes, qu'en fait, ce sont des boissons qui contiennent énormément de sucre ajouté et de conservateurs aussi, et d'épaississants et d'émulsifiants. Oui, et bien souvent beaucoup trop de protéines aussi, mais comme c'est des protéines de faible valeur nutritionnelle, ça ne remplace pas complètement les protéines qui sont nécessaires chez l'enfant en croissance. Et donc ça fait très bio, donc ça fait très nature. On a l'impression que c'est positif de passer par tous ces jus végétaux, mais au niveau nutritionnel, ça ne remplace absolument pas les produits laitiers. Et comme vous le dites bien, les produits sans lactose, eux, gardent les protéines du lait, gardent le calcium, donc gardent quand même la majorité des avantages des produits laitiers. On enlève juste le lactose, mais pour un nourrisson allergique au lait, ces produits-là ne sont évidemment pas la solution puisque les protéines y sont. Et à ce moment-là, pour les allergiques au lait, il faut trouver des alternatives et les meilleures alternatives pour les nourrissons restent les laits hydrolysés à partir de protéines de lait où les protéines de lait ont été prédigérées pour ne plus être allergisantes au niveau nutritionnel, c'est ce qui conviendra le mieux. Heureusement, l'allergie au lait reste une maladie la plus fréquemment présente chez le jeune enfant et disparaît le plus souvent dans les 3 premières années de vie, ce qui fait que ultérieurement, ça ne doit plus trop être un problème si on a la bonne habitude de réessayer régulièrement de réintroduire les aliments qui ont été retirés. Vous parliez justement du nourrisson, ce qui m'amène à vous poser une question par rapport à la grossesse et les premières années de la vie du bébé. Est-il possible aujourd'hui de prévenir les allergies et les intolérances pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a des études qui prouvent qu'il est possible de le faire? Alors, ça reste quelque chose de compliqué et les études sur les allergies et plus spécifiquement sur la prévention sont difficiles parce qu'il y a tellement de paramètres impliqués que c'est pratiquement impossible de n'en faire changer qu'un. Donc, on sait par exemple que les antécédents familiaux d'allergie augmentent le risque d'un nouveau-né et d'un enfant d'être allergique, et ça, on ne sait pas faire grand-chose contre. Par contre, il y a quand même certaines choses qui sont bien démontrées. Par exemple, éviter le tabac à tout prix, que ce soit pendant la grossesse, pendant l'allaitement ou autour de l'enfant. C'est entre autres pour ça que de nouvelles législations, par exemple, interdisent de fumer dans une voiture quand des enfants s'y trouvent. Il est certain que le tabagisme passif est extrêmement toxique à tout niveau, mais aussi au niveau des allergies. Alors une deuxième chose, dans les pays nordiques, très fort pour ce genre d'études, ils ont démontré que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, qu'éviter des aliments n'est pas du tout utile et pourrait même plutôt être négatif parce qu'il semble que la maman enceinte et allaitante protège son enfant si elle mange les différents aliments et va augmenter la probabilité que son enfant ne soit pas allergique à ces aliments. Donc retirer des aliments pendant la grossesse, pendant l'allaitement n'est pas utile. De la même manière, on a démontré notamment pour l'allergie à la cacahuète, qui est une des allergies qui nous embête fort, parce que, un, elle disparaît peu, et deux, elle est associée aux réactions les plus sévères. On a démontré que finalement, attendre avant d'introduire la cacahuète dans l'alimentation de l'enfant était contre-productif et que chez les nourrissons qui avaient déjà de l'eczéma ou une autre allergie, introduire l'arachide, évidemment pas sous forme de cacahuètes, mais sous forme de produits qui en contiennent, dès l'âge de 4 mois, protégeait plutôt les enfants que de les rendre plus allergiques. Donc il semble qu'éviter les aliments n'est vraiment pas la solution pour éviter de devenir allergique. On doit les éviter seulement si une allergie est présente, qu'on a pu la démontrer et qu'il faut alors éviter l'allergène qui provoque les symptômes. D'autres choses qui existent, ce sont les pré et les probiotiques, par exemple. Donc, de nouveau, si une maman est en bonne santé, si elle allaite son nourrisson, donner des suppléments de pré et probiotiques n'aide pas à la prévention. Par contre, si un nourrisson ne peut pas être allaité, on sait maintenant que les formules infantiles les plus efficaces au niveau d'une éventuelle prévention de l'allergie et du soutien d'immunité sont des formules qui contiennent soit des prébiotiques, soit des probiotiques, soit les deux. Mais en donner en plus de ces formules ou en plus de l'allaitement maternel n'apporte pas d'avantage.
La dernière chose qu'on a démontrée relativement nouvelle chez les nourrissons, c'est que souvent l'allergie comme première manifestation se fait sous forme d'eczéma. Il faut hydrater la peau le plus possible dès les premiers symptômes parce qu'on suspecte que ces enfants ne sont pas allergiques à des aliments initialement, mais si les allergènes alimentaires de ce qu'ils mangent passent à travers leur peau enflammée, l'allergie aux aliments peut apparaître dans un deuxième temps. Et donc au plus on va soigner la peau rapidement, au plus on peut espérer éviter l'apparition d'autres allergies, l'eczéma en lui-même n'étant pas toujours le reflet d'une allergie, mais bien le reflet d'une maladie de la peau. Et donc, ça fait une dizaine d'années qu'on se rend compte qu'en fait, les allergies aux aliments ne sont pas présentes et c'est pas elles qui provoquent l'eczéma. L'eczéma apparaît à cause d'une anomalie génétique qui est héréditaire. Et puis, très rapidement, si les allergènes traversent les joues du bébé qui sont enflammées, par exemple, le plus souvent, l'eczéma chez le nourrisson est présent au niveau du visage, la sensibilisation au lait, aux œufs, éventuellement, vient rapidement dans un deuxième temps et peut alors aggraver l'eczéma. Donc, au plus vite on va traiter l'eczéma, au plus de chances on a d'éviter des allergies ultérieures. Pour être sûr que nos auditeurs comprennent ce que vous venez d'expliquer, vous voulez dire que par exemple quand la peau est déjà sensibilisée par de l'eczéma, si jamais on met par exemple qu'il y aurait par exemple du lait qui coule sur le visage, ça pourrait aggraver la situation, c'est ça? C'est-à-dire que si du lait coule sur une peau avec de l'eczéma, le lait va pénétrer sous la peau, où il va être présenté à des globules blancs qui sont enflammés à cause de l'eczéma et qui vont donc avoir beaucoup plus de probabilité de provoquer une réaction allergique vis-à-vis du lait. Et alors, une fois que l'allergie au lait est apparue, si l'enfant continue à en consommer, alors oui, l'eczéma peut s'aggraver lorsqu'il en consomme, mais c'est rarement la cause au tout début. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être avoir une toute petite fenêtre d'opportunité de traiter le plus rapidement possible l'eczéma quand il arrive, pour essayer d'éviter de voir apparaître ces allergies alimentaires qui risquent dans un deuxième temps alors de l'aggraver. J'aimerais revenir sur le fait que vous ayez parlé des probiotiques, parce que le microbiote, la flore intestinale, elle est vraiment au cœur de beaucoup de recherches aujourd'hui. Et est-ce que avoir une bonne flore intestinale pour un enfant peut avoir un rôle prédominant dans la prévention et le traitement des intolérances et allergies, bien entendu? Est-ce que le type d'accouchement a une influence sur cette flore intestinale? Comment est-ce qu'on peut l'influencer, en fait, cette flore intestinale? Donc le microbiote est très important. Il est d'autant plus important chez le tout petit par rapport à l'enfant plus grand ou à l'adulte, notamment dans tout ce qui est prévention des maladies immunitaires. Donc que ce soit l'allergie ou peut-être plus tard dans sa vie les maladies auto-immunitaires ou les maladies inflammatoires. Par rapport aux intolérances, il y a beaucoup moins d'évidence. On suspecte effectivement parce que la fonction connue depuis toujours du microbiote, c'est d'aider à la digestion. Donc on suspecte que si des personnes n'ont pas un microbiote adéquat, ils auront plus de difficultés à bien digérer. Mais c'est moins bien démontré que pour les allergies ou les autres maladies immunitaires, pour lesquelles on peut vraiment effectivement espérer une prévention si on favorise un microbiote optimal chez le nourrisson. Alors comment faire? Essayer qu'une maman ait l'alimentation et la vie la plus équilibrée possible, qu'elle ne soit pas trop sédentaire, si possible qu'elle ne soit pas hospitalisée dans les jours qui précèdent l'accouchement. Mais ça, évidemment, s'il y a une raison médicale de le faire, ben, il faut pas hésiter. Mais en tout cas, il ne faut pas faire des hospitalisations de convenance. Si possible, chez la maman aussi, dans les moments qui précèdent l'accouchement, éviter tout médicament ou antibiotique, puisqu'en fait, l'enfant va être au départ colonisé en traversant les voies vaginales de sa maman au moment de l'accouchement. Et ça, c'est le deuxième point. Il faut essayer de favoriser des accouchements par voie basse chaque fois que possible. De nouveau, les césariennes sont un grand progrès de la médecine. Elles ont permis d'améliorer très fortement la survie à la fois des nourrissons et des mamans qui accouchent. Mais parfois, on regrette que parce qu'on provoque un accouchement, parce que le gynécologue va partir en vacances, parce que les parents n'en peuvent plus, parce que ceci, parce que cela, eh bien, l'accouchement ne va pas progresser et va devoir se terminer par une césarienne. Ça, c'est regrettable parce qu'on sait que les enfants qui naissent par césarienne ont un moins bon microbiote et ont un retard à rattraper à ce niveau-là. Alors, une fois que l'enfant est né,
La chose suivante qu'on peut faire, c'est si possible l'allaiter. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et si malheureusement, pour une raison qu'on n'a pas toujours à juger, l'allaitement n'est pas possible, à ce moment-là, donner des formules infantiles qui ont été étudiées pour favoriser un microbiote le plus proche possible de celui du lait maternel est certainement utile. Et à nouveau, alors chez l'enfant, éviter tout médicament ou tout antibiotique qui ne serait pas justifié. On est quand même d'accord que la flore intestinale est intimement liée à l'immunité. Alors oui, d'autant plus de nouveau chez le nourrisson, puisque c'est principalement dans l'intestin que va se mettre en place son immunité qu'on appelle adaptative. Donc nous avons tous deux immunités. Une immunité innée, c'est une des immunités importantes pour nous protéger vraiment contre les choses ultra toxiques et qui ont presque toujours été là. Et ça, on le fait de manière innée, dès les premiers jours de vie. Et puis, il y a l'immunité adaptative qui se met en place dès les premiers jours de vie et qui va faire qu'une fois qu'on a fait une infection, on est éventuellement immunisé, on ne la refera plus une deuxième fois et qui va faire qu'on peut devenir tolérant à certaines choses et par contre réagir vis-à-vis d'autres choses. Et la mise en place de cette immunité, elle se fait chez le nourrisson principalement au niveau de l'intestin et donc en interaction avec le microbiote. Au plus le microbiote est équilibré, au plus on peut espérer avoir pour toute sa vie un système immunitaire bien équilibré. Et est-ce qu'il y a des supplémentations pour les enfants toujours qui sont recommandées justement pour maintenir cette flore intestinale ou cette immunité en bon état? A priori, chez le nourrisson, c'est d'abord avant tout l'allaitement maternel et si l'allaitement se fait correctement, il n'y a rien de plus à envisager. Après, chez l'enfant plus grand, je dirais continuer à éviter les médicaments qui ne sont pas nécessaires et éventuellement, en cas de traitement antibiotique ou en cas de voyage dans des pays exotiques, envisager de donner alors des probiotiques pour soutenir la flore. Mais les indications sont relativement rares. Alors, la vitamine D est extrêmement importante chez l'enfant. Chez l'adulte aussi d'ailleurs, la vitamine D est très à la mode aussi actuellement. C'est un peu l'aspirine du 21e siècle. Là, on a l'impression qu'on va pouvoir prévenir ou guérir toute une série de choses avec la vitamine D. Au niveau de l'immunité, on a quelques données scientifiques effectivement qui soutiennent que la vitamine D aide le système immunitaire. Par rapport aux allergies, ça n'est pas encore très clairement démontré. On a des données, mais elles ne sont pas aussi spectaculaires que certaines autres. En tout cas, ne fût-ce que pour la santé osseuse de l'enfant, c'est nécessaire de s'assurer d'un bon apport en vitamine D. Mais peut-être que ça pourrait avoir d'autres effets bénéfiques potentiels également. Alors je pense qu'on a donné beaucoup de pistes très intéressantes à nos auditeurs et j'aimerais bien vous poser une dernière question, docteur. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux parents qui suspectent une allergie ou une intolérance alimentaire chez leur enfant? Alors, premièrement, de ne la suspecter que si l'enfant a de réels symptômes et des symptômes qui sont gênants pour lui. Avoir de temps en temps mal au ventre, avoir de temps en temps des gaz ou des selles molles, ça arrive à tout le monde. Donc, si l'enfant va bien, est de bonne humeur, mange bien, dort bien, grandit bien, grossit bien, a priori, il n'y a pas de raison de suspecter. Alors, il faut savoir aussi qu'un nourrisson n'est pas un être parfait. Et un nourrisson, ça peut pleurer. Certains pleurent plus que d'autres, certains régurgitent plus que d'autres, d'autres ont plus difficile à aller à selle. Et toutes ces choses-là peuvent être tout à fait normales chez le nourrisson. Donc, si possible, mais c'est vrai que c'est difficile quand on est parent, il faut essayer de pas trop vite s'inquiéter. Il faut aussi essayer de pas projeter les choses qui nous arrivent à nous en tant que parents en se disant que nos enfants vont d'office avoir les mêmes problèmes. Si après, il y a des réels symptômes qui gênent l'enfant et qui font suspecter une intolérance ou une allergie, je pense qu'il faut vraiment leur conseiller de consulter. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses qui sont fausses. On trouve des conseils qui partent dans tous les sens. Et donc, faire de l'automédication à ce niveau-là est compliqué et risqué, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Donc, je pense qu'il faut se faire encadrer parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il faut pouvoir garder une certaine objectivité que les parents n'ont pas et c'est leur rôle de ne pas l'avoir. Et donc, si jamais la suspicion d'allergie ou d'intolérance se confirme, que ce soit avec des tests ou uniquement basé sur les symptômes, mais le médecin, le pédiatre sera là
pour les encadrer, proposer des évictions éventuelles, revoir rapidement l'enfant après 3-4 semaines pour voir si ça aide ou pas. Si ça n'aide pas, je l'ai déjà dit, c'est qu'on s'est trompé et il faut faire marche arrière. Si ça aide, décider quand est-ce qu'on pourra réessayer et réessayer régulièrement parce que le plus souvent, les allergies, les intolérances vont à un moment ou à un autre disparaître chez l'enfant, même si certaines d'entre elles peuvent persister un peu plus longtemps que d'autres. Merci beaucoup, docteur, d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous, Marie. Vous l'aurez compris, déceler une intolérance ou une allergie alimentaire peut s'avérer compliqué, dépendamment de l'âge de l'enfant et du type de symptômes qu'il présente. Si votre enfant présente des symptômes qui vous font penser à une intolérance ou une allergie alimentaire, parlez-en à votre pédiatre avant de retirer certaines catégories d'aliments de son alimentation. En voulant bien faire, on peut parfois faire plus de mal que de bien. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.